Merci Dany, que je remercie doublement, d'une part pour cette introduction et d'autre part pour m'avoir fait cette proposition de venir parler devant vous d'une tranche de l'histoire de Mulhouse, plus exactement de l'histoire de la Stadtrepublik Mühlhausen, la République de Mulhouse qui a été créée approximativement vers 1340 et qui a disparu il y a maintenant 220 ans, lors de l'absorption de Mulhouse, lors du rattachement de Mulhouse à la République française. Je remercie également André Münchenbach, toujours en route entre la gare et le Bristol. Décidément, la traversée de Mulhouse doit être une épreuve ce matin. Non, je remercie parce qu'elle a par ailleurs aidé à la mise au point de ce petit livre que nous vous proposons et dont je redis que nous vous le proposons aujourd'hui dans une version d'essai, parce que malheureusement l'imprimerie nous a joué des tours sur la 4e page de couverture. Nous sommes en train de procéder à un nouveau tirage, mais d'ores et déjà nous avons pensé qu'il était intéressant de mettre en vente cette édition provisoire. Vous la trouverez, s'il en reste, pour 10 €. L'édition définitive qui sera vendue à partir de cette semaine et qui sera vendue en librairie coûtera 12 €. Bon, cette page de publicité étant fermée, je voudrais vous dire en quoi il m'a paru intéressant de répondre à l'invitation de Denis Villemey. Je m'intéresse depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire depuis toujours, à l'histoire de l'Alsace. J'ai écrit récemment sur l'histoire de l'Alsace, j'ai même commis plusieurs ouvrages sur ce sujet. Le premier, j'ai publié en 2015, qui s'appelait « Aux sources de l'autonomisme alsacien », où j'ai traité de l'histoire de cette région pendant la période 1871-1940. J'en ai produit d'autres depuis. Il m'a paru intéressant de traiter spécifiquement de l'histoire de Mulhouse pour plusieurs raisons. Parce que l'histoire de Mulhouse, finalement, elle se distingue très nettement de l'histoire du reste de la région. Je pense que mon exposé vous le montrera au fur et à mesure de son déroulement. Je vais quand même d'emblée en souligner quelques points. Mulhouse apparaît tardivement sur l'échiquier urbain alsacien. En gros, on dit 803, même pour le premier village qui porte ce nom. Mulhouse, surtout, doit son apparition commune avec les autres villes impériales alsaciennes, en gros vers le XIIe, XIIIe siècle, mais Mulhouse va très vite se distinguer du sort des 10 autres villes qui sont regroupées avec elle dans la Ligue des villes impériales. Elle va s'en distinguer parce que tout simplement elle va sortir très très vite. Elle sort très très tôt de cette Ligue impériale, donc ça c'est le premier point de différence importante avec l'histoire du reste de la province. Elle en sort pour rejoindre une union, une fédération, un Bund si vous préférez, des villes helvétiques avec lesquelles elle signe formellement un pacte le 19 janvier 1515. Donc ça c'est une première différence énorme par rapport aux autres agglomérations ou cités. La deuxième cité, elle est la conséquence de ce que je viens de vous dire, c'est qu'en 1648, on dit communément l'Alsace est rattachée à la couronne royale en 1648, c'est juste et faux, c'est en gros juste, c'est juste en tous les cas pour le Sundgau qui entoure Mulhouse, depuis la frontière suisse jusqu'à Ensisheim, c'est moins juste pour le reste de l'Alsace, on n'est pas là pour en parler. En tous les cas, Mulhouse échappe à ce sort. C'est-à-dire que Mulhouse conserve en fait l'indépendance qu'elle avait acquise tout au long du Moyen-Âge. Donc ça, c'est tout à fait important, puisque pendant que le reste de l'Alsace tombe progressivement sous le coup de la fleur de lys, Mulhouse échappe à la férule des rois de France. Mulhouse devient même allié du roi de France, et j'insisterai sur cette spécificité historique et qui est peut-être aussi culturelle. Mulhouse donc se distingue par le fait de son rattachement tardif à la France, en l'occurrence à la République française, lors du directoire. Ça va même être le sujet principal de cette conférence. Voilà ce qu'on peut dire des spécificités et donc de l'intérêt particulier de cette ville. C'est d'autant plus à souligner que, avant de reprendre le clavier pour écrire ce petit bouquin,
j'ai consulté ce qu'ont écrit des différents historiens de l'Alsace, notamment mon ami Franzi Wag, qui a publié chez Joran Emmaner, qui est aussi un de mes éditeurs, qui a publié une histoire de l'Alsace, le point de vue alsacien. Il consacre 5 lignes à Mulhouse dans tout son bouquin, qui fait près de 300 pages. Donc ça veut dire aussi que l'histoire de Mulhouse n'est pas très connue des historiens de l'Alsace générale. Elle fait même l'objet de contresens, mais je ne suis pas là ici pour distribuer des verges et fouetter, mais bon, je noterai quand même quelques points, quelques erreurs importantes qu'il faut corriger. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de 3 questions. La question principale, qui sera la dernière, comme il se doit, mais je vais précéder cet exposé des conditions du rattachement de Mulhouse à la France, réunion, annexion, on en discutera, 2 autres chapitres importants pour permettre de comprendre ce qui se passe, parce que l'histoire, ça ne sert pas seulement à raconter des histoires, l'histoire sert aussi à comprendre ce qui a pu se passer, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, et quelles ont été les conséquences de ces enchaînements. Donc je vais, dans un premier temps, remonter au Moyen-Âge, plus exactement au Saint-Empire romain germanique, donc pour situer Mulhouse dans le contexte de sa création. D'autre part, j'enchaînerai par une deuxième partie dans laquelle j'expliquerai plus précisément la nature des liens qui ont uni la cité libre de Mulhouse à la Confédération helvétique à partir de, je vous l'ai dit, 1515 et non pas 1525 comme il était imprimé à tort sur ce livre, bon, erreur en cours de rectification. Et puis je terminerai par la partie principale de l'exposé, en espérant ne pas avoir trop débordé sur le temps pour la traiter correctement, et en essayant de vous expliquer pourquoi à partir de 1790-91, Mulhouse a commencé à des velléités de renoncer à son indépendance. En tous les cas, Mulhouse a clairement et explicitement renoncé à son indépendance lors d'un vote qui est intervenu le 3 janvier 1798, qui a été confirmé le lendemain par un référendum, si vous voulez, populaire. Et dans quelles circonstances Mulhouse a été donc conduit à abandonner sa souveraineté internationale. Au passage, bon, il faudra que, l'article de journal l'annonçait, que je nous débarrasse collectivement d'un certain nombre de mythes encombrants. Bon, je ne reviendrai pas sur le mythe de la fondation, on dit Mulhouse, ville des moulins. Bon, le drapeau qui est devant moi reprend ce symbole. Bon, la chose est discutée, mais ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le moment. On a des mythes plus importants à décaper. Le premier mythe, justement, à décaper, c'est celui de la décapole. On dit couramment Mulhouse a appartenu à la décapole. Bon, je suis désolé, Mulhouse n'a jamais appartenu à la décapole pour la bonne raison que la décapole n'a jamais existé avant 1728. Je m'en surprends un certain nombre ici. Mais le terme de décapole a été inventé par un historien de Louis XV, et il a été inventé en 1728, il s'appelle Schoeffly. Auparavant, la Ligue des 10 villes impériales, elle a le nom elle aura toujours au Moyen-Âge, au moment où on parle allemand ici, dans cette région. On ne parle pas français. Décapole, c'est une invention de français. Mulhouse fait partie de la Ligue des 10 villes impériales, autrement dit, 10 Städtebund. Voilà, les 10 villes. Et tout au long du Moyen-Âge, tout au long de l'existence de cette institution, on utilisera ce terme. Le terme décapole, encore une fois, c'est une invention. Alors c'est doublement un mythe, parce que autour de cette décapole, certains de mes amis et collègues ont hélas brodé. On a beaucoup brodé sur cette décapole qui aurait été l'ancêtre de l'âme alsacienne. Enfin bon, on a raconté un tas de fadaises, alors qu'en réalité, comme on le verra, cette ligue a surtout eu un rôle défensif et ne peut en rien être considérée comme une préfiguration de l'Alsace. Enfin, tout au moins, ça, c'est mon point de vue personnel et c'est celui que je défends dans ce livre. Troisième mythe auquel il va falloir qu'on s'attaque ensemble, c'est le mythe de l'appartenance suisse.
Alors ça, c'est un mythe qui a la vie dure. Hein, on continue encore à raconter. La semaine dernière, tiens, dans les DNA. Dans les DNA, une petite rubrique qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est l'un de mes amis présents dans la salle qui me l'a signalé, une petite rubrique de chronologie. Ça s'est passé un 13 mars, quelque chose comme ça. Et donc, on nous dit qu'entre le 13 mars 1715, Mulhouse, entre parenthèses, alors ville suisse, non, Mulhouse n'a jamais été suisse, et je le démontrerai pour ceux qui ne sont pas convaincus. Enfin, dernier mythe, hein, et non le plus prégnant, c'est celui de la libre adhésion de la Stadtrepublik Mühlhausen à la République française, la petite République de Mulhouse à la grande République française. Voilà, en gros, la thématique de mon exposé, voilà donc mon introduction terminée. Donc, remontons le temps et retrouvons-nous au moment du Saint-Empire romain germanique. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur les appellations parce qu'elles ont évolué au fil du temps, qui est aussi d'ailleurs une autre difficulté du sujet. Lorsque vous étudiez l'histoire, vous étudiez souvent des périodes qui peuvent se développer sur 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, voire 5 siècles. Et donc les choses évoluent forcément. Hein. Souvenez-vous de ce qui a pu se passer en France depuis Napoléon, par exemple. Hein. Donc Mulhouse va naître dans ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique, qui regroupe à ce moment-là un vaste territoire du centre de l'Europe, qui va aller de la Baltique, hein, Danemark, jusqu'à la Sicile, qui va aller de la Lorraine jusqu'aux pays saxons, hein, en passant par la Bohême et plein d'autres régions. Au départ, d'ailleurs, l'Empire ne porte pas le nom de saint. C'est Frédéric Barberousse qui, pour sanctifier en fait sa fonction, hein, la sacraliser, va rajouter le mot de saint au Saint-Empire, ou à l'Empire romain germanique. Au départ, l'Empire s'appelle l'Empire des Romains. Alors on dirait, qu'est-ce que les Romains viennent faire là? Les Romains, d'abord, ils font, hein, Rome fait partie de cet empire, et surtout, les empereurs qui sont mis en place au Xe siècle, notamment Othon Ier, c'est le seul nom à retenir pour cette période, plus important. Othon Ier décide de se considère en fait, non seulement comme le successeur de Charlemagne, Karl der Große, mais comme le successeur des empereurs romains. Donc, on l'appelle l'empereur, hein, romain. Il porte d'ailleurs aussi un titre secondaire, qui est le titre de roi des Romains, qui est un titre, je dirais, temporaire, qui est donné au souverain avant son élection comme empereur. Bref, hein, les Romains sont partout, et donc c'est pourquoi, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à Napoléon, c'est Napoléon qui va liquider le Saint-Empire romain germanique, l'Empire en question va se qualifier de romain, donc n'a rien à voir avec la préfiguration de l'Allemagne. Hein. Ceux qui assimileraient Allemagne et Saint-Empire romain germanique commettraient une très très grosse erreur. Et bon, ça serait une de plus, mais bon. Donc, Othon est nommé et couronné d'abord roi des Romains à Aix-la-Chapelle, puis très solennellement, le 2 février 1962, à Rome, par le pape. Pardon? Oui. Donc, à Rome. C'est à ce moment-là, approximativement, que Mulhouse rentre dans l'histoire. Mulhouse, c'était une zone relativement déserte, marécageuse, inoccupée, hein, en tous les cas. Comme ce n'était pas un carrefour, ce n'était pas quelque chose de très très important. Mulhouse va rentrer progressivement dans l'histoire. Je passe le démarrage, je passe la légende historique du moulin, et j'en viens au XIIe siècle, en gros, pour gagner du temps. Mulhouse devient une ville libre, devient une ville d'abord, avec des murailles, avec des fossés, devient une ville libre, et c'est Frédéric II, l'empereur Frédéric II, le petit-fils de Barberousse, qui va la doter de ce système défensif qui, vous le savez, à ce moment-là, caractérise la ville. Ce qui fait la ville et la non-ville, c'est que d'un côté, il y a des remparts et des murs, et de l'autre, il n'y en a pas. Hein, voilà. Schématiquement. Hein, bien sûr, ça a d'autres conséquences induites au niveau juridique, par exemple. Donc Frédéric met en place cette ville, il le fait non sans résistance.
Parce que dans les premiers temps de son histoire, Mulhouse procède d'une double allégeance, je veux dire. La première, ça va être celle des Hohenstaufen, et Barberousse et successeurs. La deuxième allégeance, historiquement la première, c'est celle de l'évêque de Strasbourg. L'évêque de Strasbourg a à Mulhouse des possessions qui lui donnent des droits, et il va se battre longtemps pour conserver l'intégralité de ses droits. Je passe les épisodes, côté long, à rebondissements multiples. Donc l'évêque de Strasbourg laisse la place entièrement à la souveraineté impériale, et c'est à ce moment-là que Mulhouse devient une ville au sens sociologique, socio-économique et politique du terme, c'est-à-dire une entité dotée d'institutions propres, en l'occurrence organisée autour de ce qu'on appelle les tribus, qu'on traduit improprement par corporation, parce qu'en réalité, les tribus mulhousiennes, Zunften, en pluriel, regroupent plusieurs métiers. Au contraire de Strasbourg. Strasbourg, d'ailleurs, j'ai une petite analogie, Strasbourg compte 36 corporations, au moment de son histoire, au plein de son histoire. Mulhouse n'en comptera que 6. 6 parce que ces différentes Zunften regroupent en fait plusieurs métiers. Un métier principal et des métiers connexes. Je ne rentre pas dans les détails, vous trouverez ça développé dans mon livre. Donc c'est autour de cette organisation que se structure la ville, se structurent les activités économiques de la ville et se structurent les institutions. Mulhouse a un conseil organisé autour justement de ces Zunften. Et c'est avec cette organisation que la ville va faire face aux différentes menaces qui planent sur son indépendance. Très vite, Mulhouse va être en relation tendue, voire dure, avec les Autrichiens. Les Autrichiens entourent complètement Mulhouse par leur possession des Habsbourg, notamment ils sont souverains du Sundgau, mais un Sundgau qui va donc encore une fois depuis la frontière suisse jusqu'à Ensisheim, qui est le centre de la régence autrichienne. Et donc, un premier choc se produit en 1326, et ça va durer. Je crois que ça c'est un premier point important de la psychosociologie historique de Mulhouse. Mulhouse a toujours été dans la confrontation, d'une certaine manière. En 1326, ça commence avec les Autrichiens, parce que les Autrichiens ne souffrent pas de voir cette verrue, si vous voulez, au sein de leur terre, des terres royales. Je dis verrue parce que c'est finalement une ville pas très importante. Elle fait 1500 personnes, 2000 peut-être, à tout casser. Donc, pendant plusieurs siècles, en fait, Mulhouse va être menacée, donc, je viens de le dire, par les Autrichiens. Et donc, c'est la raison pour laquelle Mulhouse va chercher des alliances. Parce qu'à ce moment-là, dans toute l'Europe, se développent des systèmes d'alliances urbaines. Au nord, ça s'appelle la Hanse. En Suisse, ça s'appelle la Confédération helvétique, et d'autres confédérations de ce type, c'est-à-dire des alliances défensives, parfois offensives, des alliances défensives en tous les cas, se constituent. Et c'est donc dans ces conditions-là que Mulhouse adhère au Zehnstadtbund, sous l'instigation d'ailleurs de l'empereur. Et ça se passe en 1354. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce Zehnstadtbund et comment se fait-il que certains ont pu fantasmer pour voir dans cette entité noyau de l'unité alsacienne qui n'a jamais été. En fait, c'est une alliance de villes sans organisation. Il n'y a pas de siège. Il y a une salle à Colmar qui s'appelle la salle du Corifus, mais ce n'est pas la salle où se tiennent la plupart des réunions. Les réunions se tiennent un peu partout, notamment à Haguenau, qui est le centre nerveux, administratif, pour le compte de l'empereur d'ailleurs, parce que ce Zehnstadtbund se constitue en lien avec l'empereur. L'empereur désigne à ses côtés, ou au-dessus de lui, un grand bailli. C'est le grand bailli de Haguenau qui va présider aux destinées de cette union. Or, cette union, elle va fonctionner plus ou moins bien. Au départ, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très fort. Elle nettoie l'Alsace de tous les Räuberritter, de tous les chevaliers brigands,
qui peuplent ces châteaux. On a peut-être parlé de cet épisode. Donc les villes se prennent par la main pour nettoyer ces châteaux qui infestaient en fait et qui créaient une insécurité inacceptable pour les commerçants, parce que les villes c'était surtout d'abord des commerçants. Bon, bref, donc opération de nettoyage dans une majeure partie de l'Alsace à laquelle participe Mulhouse. Donc au départ ça part très bien et ça part très fort. Et donc ça permet à Mulhouse de faire face à cette situation géopolitique très, très particulière, de ville enclavée en fait par des Autrichiens qui ne lui veulent pas beaucoup de bien, qui veulent au contraire sa disparition. Je dis les Autrichiens, je parle bien sûr de la couronne d'Autriche. Mulhouse aussi a fait face à d'autres menaces violentes, celle des Armagnacs par exemple. XVe siècle, le dauphin du roi de France, le futur Louis XI, arrive en Alsace avec des bandes de tueurs, d'écorcheurs, qu'on appelle les écorcheurs, vous voyez, un nom qui dit bien ce qu'il voulait dire sur leur pratique, qui mettent la province à feu et à sang. Ces écorcheurs tentent de s'emparer de Mulhouse, n'y parviennent pas. N'y parviennent pas. Ils sont mis en échec d'ailleurs de façon assez amusante à Guebwiller, où on raconte une véritable légende urbaine d'une femme qui aurait ameuté la ville de Guebwiller suite à une tentative d'assaut de la ville par les écorcheurs. Les échelles utilisées par les assaillants sont encore conservées à Guebwiller, à l'église. Bon, bref, une menace qui pour Mulhouse ne reste qu'une menace, sans conséquences physiques et économiques. Plus sérieuse, par contre, va être l'autre menace qui frappe la ville à l'occasion de ce qu'on appelait en français la guerre des 6 deniers. Je vous passe le nom en allemand, qui n'a pas un gros intérêt, d'autant plus qu'en réalité, l'enjeu qui est beaucoup plus que 6 deniers. Ça part d'une histoire anecdotique. Un garçon meunier qui se fait licencié par la ville de Mulhouse. Mulhouse avait des moulins. Mulhouse n'était peut-être pas la ville des moulins, née de la ville des moulins, mais Mulhouse avait de nombreux moulins sur le. Donc un garçon meunier est licencié, il n'accepte pas la situation, au lieu d'aller au prud'homme, il déclare la guerre à Mulhouse. C'est-à-dire il se présente un matin avec une déclaration de guerre qu'il plante sur la porte de Bâle. Bon, ça reste encore de l'ordre de l'anecdote et du folklore, mais ça tourne très vite au vinaigre, parce que ce garçon meunier, qu'on connaît le nom, Hermann Clay, va chercher des protections. Et il va chercher des protections chez les seigneurs d'alentour. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans la phase de montée en puissance de la République de Mulhouse, Mulhouse avait été progressivement amené à évincer ses nobles. Au départ, au XIIe siècle, nobles et bourgeois cohabitent dans la ville. Ils sont d'ailleurs pas en parité, mais ils sont 8 et 4 au conseil de la ville. Puis, à la suite de cette histoire que j'évoque ici, les nobles vont être éjectés de la ville parce qu'ils prennent fait et parti pour les ennemis de Mulhouse. En l'occurrence, les seigneurs avoisinants, que le dénommé Clay avait rameuté, mais aussi l'empereur d'Autriche. L'empereur d'Autriche met son grain de sel dans cette histoire, et ça se termine, pas immédiatement, ça dure 2 ans. Et 2 ans de combats extrêmement violents, extrêmement durs, à la suite desquels Mulhouse fait 2 constats. Premier constat, la Seine Cheltenwald, ça ne sert à rien, puisqu'au moment où on a le plus besoin, nous Mulhousiens, on a plus besoin d'aide extérieure, nos partenaires du Bund passent sous la table. Bon, ça, c'est un constat amer et dur. Deuxième constat, c'est qu'ils ont des amis, mais ces amis, il faut qu'ils aillent les chercher en Suisse. Donc, c'est à ce moment-là que Mulhouse commence à passer des alliances avec différentes villes de Suisse, notamment Berne et Soleure, qui viennent à son secours. Dans un premier temps, ils arrivent à maîtriser, les Mulhousiens arrivent à maîtriser la situation, mais assez vite, ça repart dans le mauvais sens contre eux,
Et donc, à ce moment-là, les Suisses sont obligés de mettre le paquet. Hein, ils vont arriver avec une armée de 30 000 hommes, la plupart des Bernois. Et à l'époque, il faut le dire, sans flagornerie excessive à l'égard de nos amis suisses, les Suisses sont la meilleure armée du monde. Ils vont d'ailleurs le montrer au moment des guerres d'Italie. En tous les cas, ils font une première démonstration de force, arrivent à aider les Mulhousiens à maîtriser la situation. Ça se termine en 1466 et c'est la paix de Waldshut qui va assurer à Mulhouse une sécurité relative. C'est-à-dire Mulhouse va se faire reconnaître son indépendance absolue à ce moment-là par rapport au reste de l'Empire, par rapport à l'empereur. Et Mulhouse va commencer à nouer des relations d'amitié avec ses voisins. En passant, les Bourguignons vont pointer leur nez en Alsace au moment de Charles le Téméraire, vous savez, qui meurt devant les murailles de Nancy. Charles le Téméraire prétend mettre la main sur l'Alsace, mais prétend mettre la main... Il y arrive en partie parce qu'il arrive à se faire louer l'Alsace, engagé, comme on dit. Si vous voulez, dans les questions, je répondrai à cette question technique de qu'est-ce que c'était que l'engagement. Enfin bref, Charles le Téméraire pointe son nez devant Mulhouse, mais finalement retourne sur ses pas dans ses terres avant donc de se faire tuer à Nancy, et donc avant que Mulhouse n'aborde une nouvelle phase de son histoire. Donc ce sera mon deuxième chapitre, Mulhouse et la Confédération helvétique. On vient voir donc, que Mulhouse commence à nouer des liens avec les Suisses à partir du XVe siècle. Alors qu'est-ce que c'est que la Suisse au XVe siècle? C'est quand même intéressant de se poser la question. La Suisse, à ce moment-là, c'est un conglomérat de 3 entités égales en droit et préséance du point de vue du droit constitutionnel suisse. La principale, c'est la Confédération helvétique. Il y en a d'autres, bon, je ne rentre pas dans les détails. Une confédération qui fait à ce moment-là 13 cantons. Plus tard, on verra au XIXe siècle, la Suisse en fera 22. À ce moment-là, elle en fait 13, vis-à-vis desquels Mulhouse opère un rapprochement stratégique important. Mulhouse ne rompt pas ses liens avec le Zehnstädtebund. C'est une erreur de dire Mulhouse a quitté les Alsaciens et ciao ciao et bon, bonjour les Suisses. Non, Mulhouse garde des liens, d'ailleurs garde des liens formels avec le Saint-Empire. On va payer un moment l'impôt, le Reichssteuer, on va être payé jusqu'au traité de Westphalie. Et Mulhouse se rapproche à ce moment-là des Suisses et tournant historique, le 19 janvier 1515, Mulhouse signe un pacte d'amitié éternel. À ce moment-là, on jure amitié et amour pour toujours. Un pacte d'amitié éternel avec les 13 cantons, la totalité des 13 cantons. Alors, donc ça, c'est le premier point qu'il faut souligner et dont l'importance va de soi. Alors, est-ce que Mulhouse entre pour autant dans la Confédération? Eh bien, la réponse est non. Mulhouse adhère au Bund, mais Bund en allemand, vous savez, ça a plusieurs sens, hein, et ça a notamment le sens d'alliance. Donc Mulhouse entre dans une alliance avec les 13 cantons suisses, mais Mulhouse ne sera jamais suisse et ne peut absolument pas être considéré, comme l'ont écrit certains, comme la République helvétique de Mulhouse. Mulhouse n'avait rien d'helvétique, Mulhouse était alsacienne, mais alsacienne indépendante. Donc Mulhouse rentre donc dans cette confédération avec quel statut? Alors pour ça, il faut regarder les choses de près. Moi j'ai eu la chance d'avoir comme professeur d'histoire Raymond Borlet, que je salue au passage. J'en ai eu d'autres au Collège Lambert. J'ai retrouvé dans la salle plusieurs de mes condisciples, comme on dit, plusieurs de mes amis de l'époque qui gardent le même souvenir ému du sérieux de Raymond Borlet. Raymond Borlet a écrit un livre remarquable, qu'il a co-signé d'ailleurs avec le doyen Livet de la faculté de Strasbourg, qui s'appelle L'histoire de Mulhouse des origines à nos jours. Et dans le chapitre consacré à l'époque dont je vous parle, Borlet analyse avec extrêmement de précision et de détail le statut exact de Mulhouse. Mulhouse n'est donc pas membre de la Confédération,
Ça veut dire que Mulhouse n'est pas membre de la Diète, membre permanent de la Diète. Qu'est-ce que c'est que la Diète? La Diète, c'est l'institution la plus importante de la Confédération helvétique, en réalité un congrès 8-10 fois dans l'année de représentants des différents cantons auxquels sont associés, parfois, pas toujours, ce qu'on appelle les zugewandte Orten, pluriel si vous préférez. Voilà, les lieux, les territoires apparentés. Mulhouse a ce statut de territoire apparenté qui ne peut absolument pas être confondu avec un statut de membre de plein droit de la Confédération helvétique. L'universitaire mulhousienne, Madame Kammerer, a des choses très précises à ce sujet. Elle fait remarquer deux choses. La première, c'est que Mulhouse adhère à la marge, à la Confédération. À la marge, ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, je ne commande pas. La preuve en étant, c'est que lors des guerres d'Italie, où Mulhouse a beaucoup donné, aux côtés des Suisses, Mulhouse n'aura pas accès au butin. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire autre chose. Le butin italien lui échappe en grande partie. C'est ce que dit Madame Kammerer. Moi, je n'ai pas vérifié ce point-là, mais là, j'ai fait totalement confiance. Ça veut dire que donc Mulhouse a un statut qui est à la fois dedans et qui est dehors. Mulhouse va être assez vite dehors. Je veux dire, Mulhouse signe solennellement un traité dont vous trouvez le facsimilé au musée historique de Mulhouse, donc vous allez le voir que dans mon bouquin, il est en noir et blanc, il est mal reproduit, mais l'original est au Mulhouse. C'est un document sur lequel se trouvent 14 cachets, et donc Mulhouse appose le sien à côté des 13 autres. Bon, mais c'est un cachet donc qui lui donne droit à alliance, droit à bénéficier de l'aide et du secours de ses associés. Seulement, Mulhouse va avoir du mal à se faire admettre à la Diète. Mulhouse, donc la principale assemblée suisse, Mulhouse participe à quelques réunions de la Diète, et puis très vite vont arriver un événement, ou vont arriver des événements lourds et graves, qui sont la réforme religieuse et les conflits interreligieux protestants catholiques qui s'en suivent. Mulhouse, à partir de 1523, adhère à la réforme. Alors, elle n'adhère pas à la réforme luthérienne, elle n'adhère pas à la réforme calviniste, elle adhère à la réforme de Zwingli, réformateur qui a par ailleurs converti au protestantisme, à son protestantisme à lui, d'autres villes de la région, notamment Zurich, Bâle et d'autres. Donc la réforme de Zwingli qui fait que beaucoup de choses vont changer à Mulhouse et autour. D'abord, la première conséquence immédiate, c'est que l'adhésion de Mulhouse à la réforme va conduire à l'expulsion immédiate des catholiques. Ils sont, paraît-il, 600. Et ça, c'est un point important parce que cette exclusion des catholiques, je ne parle même pas des juifs, les juifs sont exclus des villes rhénanes depuis le XIVe siècle. L'expulsion des catholiques va avoir des conséquences aussi sur les relations internationales entre Mulhouse et ses partenaires suisses. En fait, au bout de... ça va être par étapes, mais au bout de quelques dizaines d'années, les cantons catholiques suisses, qui sont 8 sur 13, interdisent l'accès à Mulhouse, interdisent à Mulhouse d'accéder à la Diète. Et en 1580 et quelques, pire que ça, ils retournent solennellement à Mulhouse les sceaux, leurs 8 sceaux qui avaient été apposés au bas du traité d'amitié. Donc ça, c'était le divorce. Donc, à partir donc de cette période-là, et pendant longtemps, Mulhouse va avoir du mal à retrouver cette position pleine de zugewandte Ort, c'est-à-dire de lieu apparenté. Il va lui falloir attendre le XVIIIe siècle pour pouvoir retrouver une place à la Diète. Et même en 1740, il va rester un canton au moins, suisse, à vouloir refuser Mulhouse à la Diète. Bon, il n'aura plus de poids suffisant, c'est le canton d'Uri qui rassemble à ce moment-là les catholiques purs et durs, anti-mulhousiens. Donc vous voyez, on aura du mal quand même à imaginer
à traiter aujourd'hui d'américaine une France qui serait à la fois exclue de l'OTAN et de l'Alliance Atlantique. Hein. L'alliance en question, c'est signé par les Mulhousiens, c'est un peu l'équivalent, toutes choses étant égales par ailleurs, toutes proportions gardées, à l'Alliance Atlantique, signée entre les États-Unis, le Canada et une tapée d'autres pays. Hein. Voilà. Donc Mulhouse est expulsé de la Diète à la demande des cantons catholiques, et les cantons catholiques font même un point d'honneur à marquer leur désaccord par rapport à la Suisse. Et donc les gens qui vous disent Mulhouse, ville suisse, interrogez sur ce que ça voulait dire, ça voulait en réalité plus rien dire du tout. Plus rien dire du tout parce que tout simplement, Mulhouse était à la marge. En réalité, seule et indépendante au milieu des flots. Alors, donc les premières tempêtes violentes qui vont apparaître à ce moment-là, elles viennent de la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, je le rappelle, commence en Bohême en 1618 et va se terminer en Westphalie, à Münster et à Osnabrück, par la signature des fameux traités de Westphalie. Donc pendant toute cette période, qu'est-ce que devient Mulhouse ? Eh bien, Mulhouse est seul au milieu des flots, hein, au milieu des combats, au milieu des luttes, et réussit même à faire du business. Le professeur Oberlé s'est interrogé plus tard, beaucoup plus tard, sur l'origine de la fortune des Mulhousiens dont on va parler à propos de l'explosion de l'industrie textile. Il a découvert, archives à l'appui, après avoir étudié les archives notariales, les archives municipales, etc., qu'une bonne partie de la fortune des Mulhousiens vient à ce moment-là de leur position pendant la guerre de 30 ans. Mulhouse est un espèce d'océan de paix, enfin, entre relatives, dans un d'îlot de paix, dans un océan de misère absolue. Vous savez que la guerre de 30 ans a fait disparaître la moitié de la population alsacienne. Moi, je suis originaire de Eschenschiller. Pas directement, mais la population d'Eschenschiller disparaît complètement de la carte parce que Eschenschiller réussit à se réfugier à Mulhausen. J'ai étudié les archives familiales, j'ai étudié la généalogie, et je me suis aperçu que alors qu'il existe des registres d'état civil, depuis 1580 et quelques, aucun registre n'est disponible pour les années 1632, 1633, 1634, parce que ce sont les années où les habitants des Schönziller fuient la ville, menacés par les Suédois, comme on dit. Donc, Mulhouse fait du beurre par le commerce, le négoce des blés, des chevaux, etc. Mais en même temps, la situation est très précaire, avec les réfugiés qui occupent la ville, accueillis par la ville, par Mulhouse. Se multiplient les maladies, la peste notamment. Bon, bref, Mulhouse perd 600 habitants quand même, sur quelque chose comme 2000, ça fait beaucoup. Bon, donc, mais Mulhouse sort à peu près indemne quand même de la guerre de 30 ans. Mais alors, autre point important qui montre bien la bêtise, l'ânerie qui consiste à qualifier Mulhouse de Suisse, c'est que les Suisses, entre eux, constituent ce qu'ils appellent en français, enfin je traduis le nom français, la défense confédérale unique. Imaginez, je parlais de l'image de l'Alliance Atlantique. Donc, il y a d'un côté l'Alliance, et de l'autre côté une organisation intégrée. Une organisation de défense intégrée comme le haut état-major de l'OTAN. Donc les Suisses créent ça entre eux, mais ils en excluent Mulhouse. Alors, bon, qu'on ne vienne plus me dire que Mulhouse n'a jamais été suisse. Quoi. Je veux dire, ils ne participent ni au partage du butin des guerres d'Italie, ils ne sont pas admis à la diète, bon, enfin bref, passons. Bon, plaisanterie. Donc, changeons de sujet et continuons par les rapports entre Mulhouse et la Zehenstädter-Bund. Mulhouse quitte, en fait, la Zehenstädter-Bund au moment des traités de Westphalie. Mulhouse va payer quelques années encore le Reichssteuer, l'impôt impérial. Il va payer au bailli de Haguenau, au grand bailli de Haguenau, mais c'est parce que le bailli de Grand Haguenau va récupérer les attributions
de l'empereur vis-à-vis des villes. Mulhouse a payé le Reichstag, mais ça n'a pas duré, ça a duré une vingtaine d'années. Et donc, Mulhouse va s'installer dans son indépendance, non sans entretenir des rapports relativement étroits et cordiaux avec le Royaume de France. Et je voudrais aussi souligner ce point. Je vous ai dit que je mettrais du doigt un certain nombre de différences entre Mulhouse et le reste de l'Alsace. L'une des différences culturelles, à mon avis, pas seulement historiques, importante, c'est que Mulhouse va être très accueillant vis-à-vis de la culture française. Mulhouse est une ville protestante, mais elle reçoit des officiers de l'armée royale calviniste. Elle ouvre une église calviniste française. On y enseigne le français. Les jeunes mulhousiens vont à Montbéliard, vont dans d'autres contrées pas trop éloignées apprendre à maîtriser le français, ce qui est aussi dans le ton de l'époque, hein, parce qu'à l'époque, le français n'est pas seulement la langue des rois de France, c'est aussi une langue internationale que beaucoup de cours parlent. Hein. Je ne rappelle pas le rôle du français à la cour de Frédéric de Prusse, hein, à peu près dans cette époque. Mulhouse retrouve donc son indépendance, et c'est une indépendance qui va d'ailleurs être sauvegardée aussi grâce à l'aide des rois de France. À l'époque de Henri IV, donc là je remonte un peu en arrière, je m'en excuse, mais à l'époque de Henri IV, avant 1610, Rodolphe d'Autriche se pique de remettre la main sur Mulhouse. Il dit non, Mulhouse, ça a toujours été du Saint-Empire germanique, donc c'est à moi. En réalité, c'est le roi Henri IV qui va venir au secours de Mulhouse. Mulhouse fait partie de l'alliance entre les cantons suisses et le roi de France, et donc le roi de France rend la politesse, et donc le roi de France défend l'indépendance de Mulhouse devant le roi Rodolphe. Donc des relations tout à fait étonnantes, peut-être, pour certains Alsaciens comme vous. Mulhouse est très francophile, en fin de compte, et ça va durer jusqu'à la Révolution. Ça va changer, mais ça va durer jusqu'à la Révolution. Vous savez que les Suisses, hein, les meilleurs soldats du monde à l'époque, ont une garde importante à côté du roi de France. 800 vont se voir massacrer le 10 août 1790 aux Tuileries, les gardes suisses, hein, qui sont étripés par le peuple de Paris. Il y a plusieurs Mulhousiens qui, dans le cadre de leur service, en fait, vont se trouver dans le lot. Voilà. Mais en même temps, cet isolement va aussi conduire à ce que les institutions finissent par se figer assez complètement. C'est-à-dire que Mulhouse, certes, continue à faire fonctionner un régime démocratique de ses origines, mais Mulhouse est de plus en plus isolé à la fois culturellement, politiquement on l'a dit, et donc c'est dans ces conditions-là que la ville va aborder le XVIIIe siècle. Alors, au XVIIIe siècle, beaucoup de choses vont évidemment changer. Au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on peut dire de Mulhouse? C'est une petite ville, donc de 2000 habitants, sans grosse activité, sans activité industrielle aucune. On fabrique quelques draps, on fabrique quelques articles à caractère artisanal, mais rien de plus. Et puis en 1746, tout change. Et vraiment tout. Hein. 3 jeunes Mulhousiens, on peut peut-être rappeler leur nom. Hein. Ils s'appellent Coquelin, ils s'appellent Schatzer et ils s'appellent Dollfus. Ils ont entre 20 et 25 ans. Pas vieux, hein. Décident de lancer une activité qui va avoir un succès foudroyant. C'est l'impression de ce qu'on appelle les indiennes. Alors je ne sais pas si, mesdames, messieurs, certains se souviennent de ce que c'était que les indiennes. Les indiennes, c'est tout simplement des toiles de coton imprimées. Et ces toiles de coton, jusqu'à ce moment-là, sont importées depuis les Indes, hein, par ce qu'on appelle la Compagnie royale des Indes, d'où leur nom. Cette Compagnie royale des Indes ayant d'ailleurs le monopole de l'introduction et de la vente de ces indiennes.
Mais Mulhouse, échappant donc à ce statut royal, au statut des manufactures royales, au statut du commerce royal, Mulhouse se lance donc avec ces trois jeunes, maintenant qui ne sont pas n'importe qui en fait. Quand on regarde leur nom, déjà, on voit que leurs noms ne sont pas des inconnus à Mulhouse. Au contraire. En fait, ce sont essentiellement des fils de bourgeois, des fils de notables, qui d'ailleurs vont conduire à ce qu'on appelle le magistrat. Le magistrat, c'est un terme technique qui qualifie l'institution centrale de la République de Mulhouse, les conseils, bourgmestres et autres. Le magistrat leur octroie une subvention. Donc il démarre avec une énorme subvention, parce que tout simplement, la bourgeoisie dirigeante de Mulhouse leur fait confiance en dépit de leur jeune âge, et elle voit juste, parce qu'en l'espace de 20 ans, cette activité va connaître un développement foudroyant. Toutes les innovations majeures ont toujours produit des effets d'imitation, comme disait l'économiste Schumpeter. Le progrès technique procède par développement d'innovation et d'imitation. C'est ce qui s'y passe à ce moment-là. Mais mieux que ça, on ne se contente pas d'ouvrir autour de la première usine d'autres usines du même type, mais on va voir se développer toute une série d'activités que les économistes appellent des activités induites, entraînées par l'industrie motrice, les colorants pour fabriquer les couleurs, la mécanique pour fabriquer les machines, und so weiter. Donc un gros pôle de développement qui provoque une expansion industrielle et économique tout à fait considérable. Y compris hors des murs de la ville, parce que bien entendu, la ville est trop petite pour accueillir à elle seule tout ce potentiel de développement. Mais, et alors ça c'est ce qui est toujours intéressant à noter, la technique évolue à un rythme tout à fait accéléré à ce moment-là, les innovations se développent, mais en même temps, les mentalités restent terriblement figées. En fait, et même pire que ça, les mentalités vont se durcir. D'une part, et ça va de soi, ça découle de ce que je disais, Mulhouse va rester une ville mono-religieuse, mais durement. Même des sectes à connotation protestante, comme les piétistes moraves. Jean-Paul, tu me corrigeras si je dis une bêtise à propos des moraves, mais les moraves sont interdits à Mulhouse parce que le pastorat de Mulhouse ne supporte aucune contestation religieuse, et en cela, il est soutenu par le magistrat, les deux pouvoirs étant intimement confondus. Le même magistrat établit un contrôle social tout à fait sévère. La sexualité est contrôlée, impossible, sous peine de bannissement pour les hommes, sous peine de prison pour les femmes, de concevoir et de mettre au monde un enfant avant les 9 premiers mois de mariage. C'est historique, je veux dire, c'est pas... c'est un exemple. La justice reste aussi complètement rétrograde. On rit aujourd'hui, on sourit devant le Klapperstein qui est apposé sur le mur de l'hôtel de ville, une pierre des Bavards, on appelle ça. C'est une pierre de 12 kilos que les punis de cette peine portaient autour du cou pour faire le tour de la place. Mais il y a aussi un carcan latéral sur les murs de la mairie. Pire que ça, Mulhouse, la justice de Mulhouse, pratique la torture. Dernier cas de femme torturée est connu. Il se produit en 1780. Bon, je pense que de quoi refroidir l'ardeur pro-indépendantiste, peut-être, de certains d'entre vous dans la salle. En réalité, Mulhouse est une ville, une cité cléricale qui ne diffère, je dirais, là je pèse mes mots et je m'autorise la comparaison, de pas grand-chose avec le régime que les ayatollahs ont mis en place à Téhéran.
une dictature cléricale au nom d'une religion, avec des peines inhumaines, avec... bref, enfin bon, rien de très ragoûtant, si vous voulez. Et pire que ça, alors que Mulhouse était née comme une ville démocratique, avec des conseils élus, etc., Mulhouse vire progressivement dans ce qu'on appelle un régime plutocratique. Plutocratique, le terme est du professeur Aubardet qui a étudié dans le détail cette situation, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'argent qui finit par imposer le pouvoir. Les mêmes familles se retrouvent depuis des générations et des générations, et surtout elles ne doivent leur maintien au pouvoir que par le règne de l'argent. Hein. La corruption règne en maîtresse. Hein, donc plus grand-chose, encore une fois, à voir avec l'idéal démocratique des origines. En même temps, oui, puis non, disons pour couronner le tout, c'est l'époque où les magistrats, les membres du magistrat, ils sont 70, se font appeler magnifiques seigneurs. C'est la formule de politesse obligée. Magnifique seigneur. Bon, on ne va pas dire magnifique seigneur. Bon. Et donc, bon, néanmoins, au milieu du siècle, bon, les idées tournent, changent quand même. Hein. En Europe, elles finissent. L'évolution des idées finit quand même par gagner Mulhouse, et le magistrat va faire des concessions. La première concession qu'il va faire, c'est la plus facile, il supprime les impôts, la taille. Hein, il supprime les impôts. Bon, ça va durer jusqu'à la Révolution. Mais d'autres changements interviennent, les lois sont enfin codifiées. Parce que jusqu'à ce moment-là, aucun texte de loi pénale n'est écrit. Ouais, on est au compte. Ouais, aucun texte n'est écrit. Et les sanctions pénales appliquées par le magistrat sont uniquement des sanctions transmises par la tradition orale. Oui. Une codification va néanmoins être faite par un homme qui sera par la suite bourgmestre. Et puis, néanmoins, bon, les idées modernes diffusent. Josué Ofer, qui est l'homme le plus important du 19e siècle, du 18e siècle pour cette ville, il est le chancelier de la ville. Il n'est pas le bourgmestre, c'est un de ses homonymes, Jean Ofer, qui va être le bourgmestre à la fin. Lui-même est secrétaire greffier, autrement dit chancelier. Hein, et le Premier ministre, si vous voulez, de la ville. Il fait tous les ans un espèce d'état de l'Union. Et là, tous les ans, il fait une harangue au temple Saint-Étienne, où tout le monde, évidemment, est convoqué, obligatoirement. Et là, il fait un discours sur l'évolution des esprits. Et c'est un document très intéressant que l'analyse qu'on a faite Raymond Aubarlet, parce qu'on voit, si vous voulez, au fil de 50 ans, comment les choses finissent quand même par bouger petitement. Il observe vers 1770, la crainte de Dieu n'existe plus, dit-il. Bon, pour qu'ils le disent, c'est que ça devait être vrai. Les lois n'étaient plus respectées. Mais c'est vrai aussi que les Mulhousiens, ils souffraient de moins en moins bien d'être confinés dans les enceintes de la ville pendant la durée du culte. Parce que pendant la durée du culte, les ponts-levis étaient montés. Hein, donc impossible de quitter la ville. Bon, c'est quand même des pratiques qui, à ce moment-là, apparaissent comme d'un autre temps. Et donc, des ferments d'évolution se mettent en place, et à Mulhouse en particulier, ça va être le rôle d'une société, l'association d'une société, la Société pour le bon goût et les belles lettres. C'est l'endroit, en fait, où vont se retrouver les adeptes des idées qui sont développées à Paris par le groupe de l'encyclopédie. D'ailleurs, cette société va prendre un abonnement à l'encyclopédie de Diderot et d'autres. Hein, c'est cher, mais ils se cotisent, et donc ils se lisent toutes les semaines un article de l'encyclopédie. Des journaux aussi pré-révolutionnaires apparaissent en Alsace, en langue allemande, et donc commencent à être introduites à Mulhouse. Et puis c'est comme ça que donc on arrive doucement à la période de la Révolution. Donc dans une ville, pour caricaturer, pour schématiser, figée dans ses institutions,
largement figé dans ses mentalités, mais en pleine explosion économique et sociale. Parce qu'évidemment, le développement de l'industrie amène aussi au développement d'une catégorie de non-bourgeois qui viennent s'installer en ville quand ils ne viennent pas y travailler le jour en habitant la campagne. Démarre la Révolution. À Paris, Mulhouse se croit exempté. Au départ, c'est le grand enthousiasme de 1789. Mulhouse croit retrouver dans les idéaux de la République, ce n'est pas encore la République, excusez-moi, dans les idéaux de la Révolution de 1790, une partie de ses idéaux fondateurs. Donc je dis, bon, nous, républicains, on l'est depuis toujours. Pas du tout. Ça ne va pas du tout se passer comme ça, parce que très vite, on va se produire un premier phénomène. Les révolutionnaires décident de porter la frontière douanière sur le Rhin. Parce qu'auparavant, Mulhouse est hors douane française. Mulhouse fait partie, comme une bonne partie de l'Alsace, d'une zone exemptée des droits. Et on paye les droits sur les marchandises qui sont introduites dans le royaume de France. Bon. Ça va pas durer, puisque pour des raisons d'unification territoriale, les révolutionnaires portent les frontières, les douanes, sur la frontière du Rhin. Premier point. Alors Mulhouse se trouve dans une situation difficile. Et puis les différentes perturbations qui se produisent dans le Haut-Rhin conduisent aussi à des difficultés sociales, économiques importantes. Le blé se fait rare, d'autant plus rare qu'après coup. Après coup, Mulhouse va faire l'objet d'un véritable encerclement douanier. Je saute un peu des étapes, mais Mulhouse va tout de suite se voir dès le début de la Révolution aux prises avec ce que j'appelais le groupe des colmariens. Je suis désolé pour les colmariens présents dans la salle, d'ailleurs ils y sont pour rien d'aujourd'hui. Bon, il se trouve que, donc, à ce moment-là, la Convention, on décide d'établir le siège du Haut-Rhin à Colmar, où s'installe le district, la préfecture, etc., conseil général, et c'est au conseil général que va se déplacer une partie des décisions. Ce qui est d'ailleurs curieux, parce que le 22 septembre 1792, à Paris, la Convention institue la République une et indivisible. C'est le premier jour de la République. Et en même temps, une institution décentralisée va prendre une décision contraire à ce que décide Paris. En réalité, beaucoup d'historiens disent qu'en fait, ce n'était pas autre chose que du double jeu. Paris, province. Bon. On dit, c'est bien en effet, malgré tout, le groupe des colmariens qui va prendre l'offensive. C'est le groupe du Conseil général, et je parlerai tout à l'heure des noms, décide donc de mettre en place 12 postes de douane aux abords de la République de Mulhouse. Je ne donne pas le détail, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, c'est à ce moment-là que toute marchandise rentrant ou sortant de Mulhouse est astreinte à des droits, et des droits élevés. Donc tout vient à manquer à Mulhouse. Le blé, déjà depuis plusieurs années, le magistrat est obligé d'acheter du blé en Allemagne et en Suisse, mais même le bois. Or, à l'époque, on ne connaît pas d'autres moyens de chauffage, moins en ville, que le bois. D'ailleurs, Mulhouse est propriétaire de forêts très importantes dans l'ensemble du Haut-Rhin. Même Mulhouse va se voir interdite de récupérer ses ressources forestières. Donc, plus rien à manger, plus de bois, et c'est donc comme ça que les Mulhousiens vont être obligés de vivre plusieurs années, et c'est un terrain sur lequel vont prospérer, en fait, ce que j'appelle les rattachistes, c'est-à-dire ceux qui sont depuis longtemps convaincus qu'il n'y a d'avenir pour Mulhouse que dans le rattachement à la France. Alors ils sont quelques-uns à Paris, évidemment, mais curieusement, Robespierre n'en est pas. Robespierre, tout jacobin qu'il était, jusqu'à sa destitution en 1795, est un soutien de Mulhouse. Mais Mulhouse a d'autres soutiens à Paris. Mais ce ne sont pas les soutiens les plus importants. Les soutiens, les agents les plus importants
vont être deux hommes de Colmar, plus quelques autres acolytes. Le premier s'appelle Bruat, hein, autant que je sache, il a sa statue à Colmar. C'est lui qui dirige la manœuvre directement depuis Colmar. Et puis il y a un autre colmarien qui va jouer un rôle encore plus important et plus néfaste pour l'indépendance mulhousienne, c'est le dénommé Reubel. Alors Reubel est un révolutionnaire bon teint dans les premiers temps de la Révolution. Il fait d'ailleurs plutôt partie de l'aile modérée, hein, qu'on appelle les feuillants, hein, une scission des Jacobins, mais plutôt modérée, même si au niveau international, les feuillants sont plutôt bellicistes, alors que les Jacobins seraient plutôt... Enfin, là, on est dans les... Bon, bref, Reubel. Alors, Reubel, je vous passe son pedigree, je le détaille dans mon petit livre. Il va jouer un rôle d'autant plus important que, en 1795, après la chute de Robespierre, la France accède au régime du directoire. Ça vous rappelle quelque chose? Le directoire se met en place et la République est dirigée par 5 directeurs. Et Reubel fait partie des directeurs, ouais, et va même devenir le premier des directeurs. Autrement dit, Reubel va être le plus important personnage de l'État. L'Alsace a eu un chef d'État, c'est le dénommé Reubel, qui va occuper cette fonction. Et alors lui, il a une position qui est claire, hein, elle est citée dans l'article que j'ai publié dans l'Alsace. Je vous le dis pour ceux qui n'ont pas vu l'article. Excusez-moi. Ah ben non, le texte est resté au fond de la salle. Alors, Reubel. Alors, pas Chao, il y a Reubel. Alors, ah mais c'est... Alors, page 104. Enfin bref, on trouvera le texte pour les questions-réponses si vous voulez. Lui, Reubel, il est clair. Il est clair sur 2 points. Sur un point de terminologie. Chef de l'État, hein, il ne va pas prendre de précautions oratoires. Il appelle un chat un chat. Hein. Une annexion, une annexion. Donc il parle clairement d'annexion, et ça c'est 2 mois avant que les opérations se déclenchent sur un plan opérationnel. Donc là, le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est non moins clair sur les conséquences d'un refus. Il explique calmement, c'est dans un courrier privé, enfin privé entre guillemets, hein, à un de ses amis mulhousiens, que de chose d'une, ou les Mulhousiens comprennent, ou ils ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas, ils comprendront de par la force des baïonnettes. J'utilise le terme. Alors, on peut considérer a posteriori que c'était une parole verbale. En réalité, la suite de l'histoire va montrer que ce n'était pas du tout une plaisanterie, pas du tout une menace verbale, comme on dit à Marseille, une parole verbale. C'était en fait quelque chose d'autant plus sérieux que c'est très exactement ce qui va se passer à Berne 2 mois après l'annexion de Mulhouse à la République française. J'anticipe sur ma conclusion, mais donc Mulhouse, vous le savez, va devenir française en 1798, à la suite d'un vote, de 2 votes successifs, 3 janvier, 4 janvier. Et pendant ce temps-là, bon, Mulhouse, qui pouvait espérer voir les Suisses lui donner un coup de main, va se retrouver tragiquement isolé, hein, puisque les Suisses eux-mêmes font l'objet du même genre de menaces, et c'est des menaces d'autant plus sérieuses qu'elles sont mises à exécution en avril 1718. La capitale du canton de Berne est carrément saccagée, elle est prise d'assaut par les troupes françaises, est carrément saccagée, et que donc Berne, effectivement, se voit affligé du même sort que celui qui atteint Mulhouse si Mulhouse n'avait pas obtempéré. Donc, les Mulhousiens obtempèrent, ils se doutent bien quand même que c'est pas du pipeau que leur raconte Reubel, que le général en question, il est bien là avec des dizaines de milliers de troufions prêts à prendre d'assaut une ville.
qui ne faisait jamais qu'à ce moment-là que quelques 6700 habitants sur la fin. Et donc, Mulhouse, dans la joie et la bonne humeur. Donc, Mulhouse réuni au temple Saint-Étienne, qui restera donc jusqu'à ce moment-là le haut lieu de la démocratie mulhousienne, va voter, alors je vous donne les scores quand même, va voter d'abord au niveau de son conseil élargi, hein, le gros rat, va voter par 97 voix pour et 5 voix contre le rattachement de la ville à la République française. Et le peuple est amené à ratifier ça le lendemain par un référendum, si vous voulez, qui va donner des résultats non moins cinglants, 591 contre 15. Il se trouve que 15 patriotes mulhousiens a voté contre. Donc, je ne vais pas vous citer tous les noms des 15, vous devriez les retrouver au musée historique. Il y en a au moins que j'aimerais bien citer, c'est le dénommé Thierry Mig. Thierry Mig, il est à ce moment-là le Zunftmeister de la tribu des agriculteurs, donc notable, hein, éminent. Il est aussi le propriétaire de la Maison Mig, qui est place de la Réunion. Et c'est un admirateur fou de la démocratie suisse. D'ailleurs, à l'époque, il fait peindre les murs de sa maison par une scène de l'histoire suisse, une scène héroïque de l'histoire suisse contre les Autrichiens. Et donc, Thierry Mig rend compte dans le détail de ces événements-là, non sans avoir voté contre et avoir planqué, en fait, le drapeau de la tribu des agriculteurs. Donc là, j'en viens aux détails anecdotiques. Donc, les votes au mois de janvier, fin janvier, début février, ratification des votes à Paris par les instances parisiennes et mise en œuvre de l'annexion. Pour moi, c'est une annexion, je crois. Hein, parce que je crois que le propos de Reubel n'est pas réfutable. Pour parler comme Reubel, l'annexion intervient en fait le 15 mars, donc nous sommes aujourd'hui à quelques jours près, à 220 ans de cet événement. Je vous passe les détails anecdotiques. Hein. Il y a eu plusieurs témoignages qui narrent en détail cette journée très riche en symboles. Je retiendrai que quelques points. L'ensemble de la cérémonie est conduite par un dénommé Metzger qui représente le département de Colmar. J'ai dit le rôle important joué par le département dans toute cette affaire. Metzger qui à cheval arrive avec, plaçant les édiles mulhousiens au bord de l'humiliation. Lui, du haut de son cheval, un pied en dessous, la tête baissée, enfin bref. Donc ça démarre par des grands cortèges où les troupes françaises et mulhousiennes réunies marchent deux par deux, gentiment, tout juste ils se donnent par la main pour la photo historique. Non, ils rentrent deux par deux avec au centre du cortège des petites jeunes filles en robe blanche, etc., etc. La présentation des clés de la ville à Metzger par une des dites jeunes filles. Ça se continue, place qui ne s'appelle pas encore la place de la Réunion, mais qui va prendre ce nom-là par la suite, qui est la place de l'Hôtel de Ville, où les Mulhousiens ont fait détruire l'antique fontaine mulhousienne pour y creuser un trou pour un arbre de la liberté. Ils en plantent 4 aux 4 portes de la ville, un 5e est planté place de l'Hôtel de Ville, dans un gros trou, où on jette pêle-mêle l'antique drapeau mulhousien, qu'on emballe quand même dans un étui. Bon, mais pas plus. 5 bannières des tribus, et je vous ai dit le rôle important joué par les Zunfte dans l'organisation politico-sociale de la ville. On y enterre aussi, croit-on, le glaive de la justice. En réalité, on raconte que le dit glaive en question n'aurait été jamais qu'une copie, et que l'original aurait été planqué. Bon, ça, je n'ai pas vérifié ce point de détail, de savoir si c'est le vrai ou le... Et donc, oui,
Voilà, j'en termine là sur le récit anecdotique, pour revenir sur cette question. Quelques mots sur les suites et les conséquences. Donc Mulhouse est immédiatement intégré à la République française. Conséquence directe, la plus visible, ça va être sur les cultes. Hein. Dès le premier jour, les catholiques sont à nouveau admis, ça doit confier une église. Les juifs également, donc on connaît le nom des 3 premières familles juives qui s'installent, et progressivement Mulhouse va prendre sa place, mais une place en fait très marginale dans l'organisation de la République française. On va avoir le droit de payer les impôts français tout de suite, d'emblée. Dès le premier exercice, la France s'empresse de mettre en place son système fiscal. Je vous avais dit que les impôts avaient été supprimés, là ils sont rétablis, et ils sont rétablis à la française, avec le système qu'on appelle les 4 vieilles. Et puis, Mulhouse va suivre son destin. On peut gloser sur ce que serait devenu Mulhouse si Mulhouse était restée indépendante. Moi, je suis historien, donc je ne lis pas les boules de cristal. Je n'ai pas une boule de cristal plus efficace que la vôtre, donc je m'interdis de répondre à cette question. Je reste factuel et je ne m'observerai qu'une chose pour terminer, c'est que Mulhouse va garder son nom de Mühlhausen jusqu'en 1848. Ça vous intéressera peut-être de savoir quand s'est faite la mutation du nom. Elle s'est faite par un décret de la Deuxième République, dont je vous dis qu'il a été signé le 28 septembre 1848. Donc jusqu'au 28 septembre 1848, Mulhouse est utilisé dans les conversions, mais officiellement Mulhouse reste Mühlhausen. Et quant à son rôle administratif, Mulhouse va devenir sous-préfecture, mais ça sera seulement en 1857. Jusqu'en 1857, Mulhouse va dépendre de la sous-préfecture d'Alkirch. Et donc après ça, voilà, s'ouvre, comme dit l'autre, une nouvelle page de l'histoire, mais ce ne sera pas à moi de vous la raconter. Vous la trouverez largement écrite ailleurs. Merci de votre attention.